Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page d'actualité en Savoie-Mont-Blanc. Voici les titres que nous allons développer en ce mercredi 18 janvier. L'aéroport de Chambéry se prépare au pire. Ce matin, un exercice de simulation d'attentat avait lieu. L'occasion pour les différentes forces d'intervention de se coordonner afin de mieux réagir face à une situation critique. 200 personnes étaient donc mobilisées, nous y étions. Et puis nous irons à Chamonix pour un autre exercice de sécurité. Là aussi, les secours en montagne doivent se coordonner entre pays. Français, Suisses et Italiens étaient à Chamonix pour s'entraîner. Emmanuel Jaude les a suivis. On débute donc ce journal à Chambéry avec cet exercice un peu particulier. Après une année 2016 marquée par de nouveaux actes terroristes en France, les forces de sécurité s'organisent pour se préparer au pire. C'est également le cas à l'aéroport de Chambéry. Ce mercredi matin, une fausse attaque terroriste a été lancée. Le but, tester la coopération des forces d'intervention. Gendarmerie, SAMU ou encore SDIS ont uni leurs efforts pour faire face à une situation d'urgence. Sébastien Germain était sur place. 9 h ce jeudi matin, deux individus lourdement armés pénètrent dans le hall de l'aéroport de Chambéry pour y faire un massacre. C'est parce qu'aujourd'hui, ce genre de scène est tout à fait envisageable que les services de sécurité de l'État ont imaginé ce scénario catastrophe pour un exercice attentat grandeur nature. L'exercice avait pour objectif principal de tester la nouvelle doctrine opérationnelle d'intervention des forces de sécurité et des forces de secours, intervention combinée, lors d'un attentat ou d'une agression terroriste. On connaît maintenant l'existence de ces scénarios dans notre pays. Il faut que l'ensemble des forces s'adaptent. Et pour que ce test soit le plus proche de la réalité, rien n'a été laissé au hasard. Une fois l'alerte lancée, les forces d'intervention des différents services arrivent sur place au bout d'une quinzaine de minutes. La gare routière de l'aéroport a été transformée en poste de commandement opérationnel et les premières interventions de secours peuvent commencer sur le poste médical avancé. Ce que je vous propose en fait, c'est de nous rapprocher au plus près de la zone d'extraction, sous protection en fait de mes éléments. En revanche, il va nous falloir peut-être des brancards ou des éléments qui nous permettront ensuite d'aller récupérer des gens dans la zone et de vous les ramener en fait au plus près dans un premier temps, tant qu'en fait les individus ne sont pas neutralisés. Voilà toute la difficulté d'une telle manœuvre effectuée sur un site aussi sensible qu'un aéroport. Arriver à coordonner dans l'urgence près de 200 acteurs opérationnels appartenant à une dizaine de services différents. Il y a une vraie évolution dans les protocoles d'intervention, c'est-à-dire dans le phasage de l'intervention de différents types d'unités de sécurité, police ou gendarmerie, les primo-intervenants. Une attaque de ce type peut tout à fait se passer sur un aéroport, ça fait partie des cibles. Si cette opération est avant tout mise en place pour les forces d'intervention, elle est également très importante pour ces victimes d'un jour, représentées notamment par une cinquantaine d'élèves de la classe citoyenne défense du lycée Louis-Armand de Chambéry. Je pense que je pourrais bien le vivre et puis je pourrais rassurer les autres personnes aussi qui sont avec moi, peut-être qui ne savent pas comment ça se passe. Et je pense que je pourrais apporter un soutien moral aux autres. Sachez enfin pour l'anecdote que cette attaque terroriste virtuelle a fait 4 morts et une vingtaine de blessés graves. Direction Chamonix à présent pour un autre exercice. Les secours français, suisses et italiens étaient réunis pour un entraînement grandeur nature. Le but, mieux se coordonner car ils ont beau faire le même métier, les techniques diffèrent de chaque côté de la frontière. Tous les ans, chaque groupe d'intervention réalise plus de 1000 interventions. Emmanuel Jaude était sur les pentes de la vallée de Chamonix pour suivre ces sauveteurs au plus proche des conditions du réel. Véritable particularité du massif du Mont Blanc, la cohésion des différentes sociétés de secours amenées à collaborer en cas d'accident à haute altitude. Pour mieux se connaître et ainsi apprendre à travailler les uns avec les autres, cela fait près de 30 ans que des exercices triangulaires sont organisés de part et d'autre de la frontière. On s'aperçoit sur le terrain que c'est nécessaire parce que de plus en plus on a l'occasion de se trouver sur les phases d'opérations de secours qui concernent les différents pays. Ce mardi, des équipes mixtes sont donc intervenues sur la télécabine de Plangeoran. L'objectif est simple, trier les victimes en fonction de la gravité de leurs blessures et les évacuer par les airs ou en rappel. Un scénario au plus proche de la réalité et qui vise à confronter les techniques des uns et des autres pour toujours plus d'efficacité. On fait le même travail, on a des organisations quand même différentes, mais globalement, même si des fois sur des approches de technique, on a des approches peut-être un peu différentes, mais au final on fait le même travail, quoi. Alors peut-être pas chaque année, mais chaque fois on arrive à trouver une petite technique, une petite
évolution, une façon de faire qu'on va piocher chez les uns, chez les autres, et qu'on peut adapter à notre manière de travailler. Pourtant, si les procédés sont importants, les triangulaires ont tout d'abord été organisés pour apprendre à se connaître les uns les autres. Le facteur clé du sauvetage en montagne étant bien sûr la confiance entre secouristes afin d'éviter toute mise en danger et donc tout risque de suraccident. Évidemment, c'est non seulement, selon moi, l'aspect technique qui est la composante fondamentale, mais c'est aussi la composante humaine, le fait que les gens se trouvent la veille, qu'il y ait un débriefing, qu'il y ait un moment commun, qu'il y ait des moments aussi de convivialité et des moments où on travaille ensemble de façon qu'on puisse voir comment œuvre l'un, comment œuvre l'autre, quelles sont les différentes techniques, mais aussi en vue de se connaître et en cas de besoin savoir travailler ensemble. Ça, selon moi, la composante humaine, c'est vraiment un des aspects fondamentaux de ces triangulaires. Qu'ils dépendent d'une province, de l'État ou d'une société privée, l'efficacité des secours en montagne dépend donc de leur réactivité et de la cohésion des équipes envoyées sur zone sinistrée. Des exercices comme celui-ci semblent donc nécessaires pour préparer au mieux les milliers d'interventions annuelles de ces sauveteurs de l'extrême. En 2016, la SNCF a connu beaucoup de retard sur ses TER. La région Rhône-Alpes se situe en seconde position avec un taux de retard de 13,1%. La SNCF précise que la régularité régionale est contrastée du fait de la saturation du réseau aux abords de Lyon-Part-Dieu. Objectif pour 2020, 92% de régularité. C'est le plan Impact TER dont la ligne Lyon-Chambéry fait partie. Deuxième épisode de notre série consacrée aux distillateurs ambulants. On l'a vu hier, de moins en moins de jeunes veulent exercer ce métier, une tradition qui se perd depuis 5 ou 6 ans. Jean-Paul Crespi a rencontré ces jeunes ainsi que le président. Il nous dresse un état des lieux de la profession. À Maglan, marc de raisin, vieux cidre, poire, prune, mirabelle fermentés dans un tonneau remplissent les vases de l'alambic avec régularité. Autour de la machine, les rencontres sont festives. Si les anciens attendent avec impatience l'arrivée de l'alambi, des jeunes se sont retrouvés pour maintenir ces traditions des campagnes, exprimant ainsi leur souhait de se rapprocher de la nature et de retrouver un mode de vie plus traditionnel. Faire de l'agnole, tout le monde a déjà fait de l'agnole de ma famille. Tout le monde faisait de l'agnole, quoi. Donc je venais toujours traîner par là, quoi. C'est vrai que les jeunes maintenant, ils ont un peu, ça se perd un peu quand même. Il y a, peut-être par manque de savoir aussi. Il y a de moins en moins d'arbres fruitiers. Hein. Il y a beaucoup de béton. Les gens ne replantent pas forcément des arbres. Enfin, nous, on voit beaucoup d'arbres qui se coupent et qu'on n'en remet pas. Le cidre, c'est la tradition. Autrefois, chaque ferme avait son verger, chaque ferme faisait son cidre, ils en buvaient toute l'année. À partir du cidre, ils faisaient le marc, et avec le marc, ils faisaient l'agnole. Et au jour d'aujourd'hui, je replante moi-même, j'habite un peu plus haut sur Maglan, la Ville-Pillère, j'ai acheté un champ spécialement pour ça, et je replante toutes ces vieilles variétés pour que ce ne soit pas perdu pour les générations futures. Depuis de nombreuses années, les lois se sont succédées pour abolir les privilèges datant de Napoléon. Aujourd'hui, ce droit héréditaire est aboli, mais tout propriétaire récoltant possédant des arbres fruitiers possède le droit de distiller en demi-taxe jusqu'à 10 litres d'alcool pur. Les anciens sont partis avec eux les privilèges. Et puis, mais bon, avec cette loi qui a été votée donc en 2003, eh bien là ça a donné un renouveau sur la profession et ça a permis à la profession de perdurer un peu jusqu'à maintenant et puis ça va tenir. On revient sur des bases, je crois que de plus en plus l'écologie nous parle de tout ce qui est naturel, tout ce qui est nature, tout ce qui est voilà, authentique, etc., etc. Et on en fait partie, je crois qu'on en fait partie. Donc voilà, il faut que ça dure, oui, en suivant cette optique, cette vision des choses. Il n'est pas loin le temps où l'alambic était attendu avec impatience et où il stationnait jusqu'à 3 semaines dans la même commune. Actuellement, ils ne sont plus que 5 en Savoie et 10 en Haute-Savoie à distiller de manière ambulante les fruits de l'année.
La grande odyssée Savoie-Mont-Blanc s'est achevée ce mercredi. La dernière étape reliait Bessan à Bonneval-sur-Arc. Cette étape a été remportée par le Haut-Savoyard Rémi Coste. Mais au classement général, c'est finalement le Tchèque Jiří Vondrak qui gagne cette édition. Il devance le Français de 12 minutes au terme de ses 11 jours de compétition. Une compétition marquée au début par le manque de neige, mais qui au final a été une réussite pour les organisateurs. Rendez-vous est donc déjà donné pour l'année prochaine avec un Rémi Coste revanchard. C'est la fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. Juste après ce journal, retrouvez Emmanuel Jaude pour Destination Montagne. Cette semaine, il nous emmène du côté des carreaux d'Arrache avec les moniteurs de l'ESF. N'oubliez pas notre site internet 8montblanc.fr. Belle soirée et à bientôt pour encore plus d'actu en Savoie-Mont-Blanc.